Ils m'ont installé à la table 12, derrière un arrangement floral qui aurait pu cacher un petit avion, comme si j'étais une parente embarrassante qu'on espérait voir disparaître dans le centre de table. J'ai souri doucement, décidant que ce charmant garçon n'avait aucune idée de la tempête dans laquelle il était sur le point d'entrer. 3 jours plus tard, il se présenterait à ma porte avec des papiers qui me feraient rire pendant des semaines. Ce que Marc Fournier ignorait, c'est que cette veuve sans défense gardait des secrets très, très coûteux. La matinée avait pourtant commencé avec un tel optimisme. J'avais choisi ma tenue avec la précision d'un maître d'échecs. Une modeste robe grise qui murmurait « veuve inoffensive », associée aux perles de ma grand-mère, pour juste assez de dignité afin d'éviter d'avoir l'air pitoyable. Je m'étais fait coiffer au salon de Martine. Rien de trop extravagant, juste assez respectable pour le mari, âge de ma fille. « Maman, tu es présentable ?» m'a dit Emma quand je suis arrivée, déjà distraite par la dernière crise de l'organisatrice de mariage. Présentable, comme un trophée de participation sous forme humaine. J'ai regardé ma fille flotter dans la dentelle de son arrière-grand-mère, la seule belle chose que notre famille avait réussi à conserver au fil des ans. Elle était radieuse, rayonnante de cette énergie de nouvelle mariée qui fait temporairement oublier à tout le monde ses propres problèmes. Mais à mesure que les invités affluaient, la hiérarchie sociale est devenue parfaitement claire. Les parents de Marc ont fait leur entrée comme une famille royale en visite. Sa mère, Patricia, scintillait de suffisamment de diamants pour aveugler les avions de passage. Elle parcourait la salle avec une précision chirurgicale, faisant la bise aux personnes importantes, tout en réussissant à regarder à travers moi comme si j'étais un meuble. « Excusez-moi », ai-je dit au placeur débordé, en lui montrant mon numéro de table. « Je crois qu'il y a eu une charmante erreur ici. Table 12, madame, juste derrière l'élément décoratif. » L'élément décoratif, quelle tournure diplomatique. J'étais cachée derrière assez de fleurs pour approvisionner un funérarium. J'ai navigué jusqu'à mon exil désigné, qui offrait une vue spectaculaire sur absolument rien, à part des hibiscus et du gypsophile. De ma prison horticole, je pouvais observer les festivités se dérouler dans le grand miroir de l'autre côté de la pièce. Me voilà, Sylvie Morin. 72 ans de sagesse accumulée, rangée comme le journal de la semaine dernière. La cérémonie était magnifique, je leur accorde ça. Emma a descendu l'allée comme une créature de conte de fées, et Marc était impeccable dans son costume coûteux. Mais pendant le vin d'honneur, j'ai remarqué quelque chose de fascinant chez mon nouveau gendre. Il avait différents sourires, un charme éclatant pour les invités manifestement riches, une politesse étudiée pour les utiles, et une indifférence totale pour quiconque avait l'air de pouvoir demander des faveurs au lieu d'offrir des opportunités. « Madame Morin ?» Je me suis retournée pour trouver Marc lui-même s'approchant, armé de son sourire le plus éblouissant, celui réservé aux personnes qu'il s'apprêtait à manipuler. « N'est-ce pas tout simplement magique ?» dit-il, désignant la réception comme s'il avait personnellement arrangé le coucher de soleil. « Vous devez déborder de fierté. »« Oh, je vibre pratiquement de joie maternelle, » ai-je répondu, ma voix plus douce que l'aspartame. Bien que je doive dire que la vue d'ici est très instructive. Soit il n'a pas perçu l'acidité dans mon ton, soit il a choisi de l'ignorer comme un politicien chevronné. J'espérais que nous pourrions passer un peu de temps de qualité ensemble bientôt. Approving. Apprendre à nous connaître vraiment. Quelle idée rafraîchissante. La plupart des gens y parviennent avant d'entrer dans la famille par mariage, mais j'admire votre engagement à faire les choses dans l'ordre chronologique inverse. Cela m'a valu une pause microscopique dans son sourire. À peine un vacillement, mais je l'ai attrapé comme un faucon repérant sa proie. Je pensais à un dîner cette semaine, juste nous deux.
J'ai quelques idées fascinantes sur la collaboration familiale. Collaboration familiale, délicieusement sinistre. Eh bien, j'adore les dîners à suspense. Jeudi convient-il à votre emploi du temps chargé? Parfait. Je connais un endroit en ville, très discret. Excellent pour les conversations importantes. Des conversations importantes sur quoi? Me suis-je demandé. Ma passionnante collection de timbres, les scandales de mon club de bridge hebdomadaire. J'ai peine à contenir mon excitation. Ai-je dit en m'évenantant avec ma serviette comme une belle du sud prise de vapeur. Alors qu'il s'éloignait pour charmer des prospects plus prometteurs, j'ai de nouveau surpris mon reflet dans ce miroir. Une femme aux cheveux d'argent, vêtue sobrement, assise seule derrière assez de fleurs pour remplir un jardin botanique. Quelqu'un qui avait l'air d'utiliser des bons de réduction et de s'inquiéter de ses factures de chauffage. Exactement l'image que je cultivais depuis 2 ans. Pendant la danse père-fille, je me suis éclipsée pour me repoudrer le nez dans les toilettes en marbre. Dans ce sanctuaire chic, j'ai retouché mon rouge à lèvres et répété mon expression de veuve âgée et inoffensive dans le miroir. Quand je suis retournée à ma forteresse florale, Marc charmait le couple âgé à côté de moi, les Dubois, de l'ancienne entreprise de Robert. Il buvait ses paroles comme si c'était le gâteau de mariage. « Madame Morin », dit-il en croisant mon regard, alors que je m'asseyais. « J'attends jeudi avec impatience. »« Moi aussi, mon cher. Moi aussi. » Alors qu'Emma lançait son bouquet et que la soirée touchait à sa fin, j'observais mon nouveau gendre travailler la salle avec l'efficacité d'un escroc chevronné. Il avait clairement des plans élaborés qui mijotaient dans sa jolie tête. Dommage pour Marc. J'avais passé 72 ans à apprendre que les adversaires les plus dangereux sont généralement ceux que tout le monde sous-estime. Et cette vieille veuve était sur le point de devenir très, très dangereuse. Les retombées du mariage ont duré exactement 48 heures avant que le vrai spectacle ne commence. Emma appelait tous les jours. Chaque conversation était une symphonie haletante de bonheur conjugal et de la merveilleuse façon dont Marc la traitait. Il est si prévenant, maman. Il pense toujours à notre avenir et à notre sécurité financière. Sécurité. Le mot flottait dans nos conversations. Homme la fumée avant un incendie. Comme c'est charmant, ma chérie. Un mari devrait absolument penser constamment à l'argent, surtout à celui des autres. Que veux-tu dire? Rien, ma chérie. Juste que la planification financière est tellement romantique. Emma n'a absolument pas saisi le sarcasme, ce qui était probablement mieux ainsi. Le mercredi s'est écoulé comme une intervention dentaire qu'on ne pouvait pas reporter. J'ai passé la journée à faire des activités passionnantes de veuve, épousseter les livres de Robert, couper les roses fanées, et me demander de quoi mon charmant nouveau gendre voulait discuter autour d'un vin qui serait sans aucun doute hors de prix. Le jeudi soir est arrivé avec l'enthousiasme d'un contrôle fiscal. Je me suis habillée pour mon rôle de veuve modeste. Une simple robe noire, qui suggérait la respectabilité sans la prospérité, assortie aux boucles d'oreilles en perles de ma mère, et à la montre C de Robert qui avait encore l'air digne de loin. Le restaurant que Marc avait choisi était un de ces endroits où l'on prononce « O » avec un accent parisien et où les serveurs vous regardent comme si vous étiez personnellement responsable de leur déception artistique. Il était déjà assis quand je suis arrivée, ayant l'air en tout point du jeune cadre dynamique et prospère. Sylvie. Il a pratiquement lévité de sa chaise. Vous êtes absolument radieuse. Merci, mon cher. Cet endroit est certainement quelque chose. Et c'était quelque chose, en effet. Le genre d'endroit qui vous faisait vous demander s'il facturait un supplément pour le privilège de vous sentir inadéquat? Nous avons commandé du vin. Il a insisté pour une bouteille qui avait probablement plus de syllabes que mon diplôme du baccalauréat.
et nous nous sommes installés dans ce qu'il pensait clairement être une conversation facile. Il a commencé, faisant tourner, en haïr son vin comme un expert au délire de grandeur. Alors, comment vous en sortez-vous, seul? Oh, brillamment. 72 ans de pratique rendent la plupart des choses triviales. Bien sûr, mais cela doit être accablant parfois. Cette grande maison, toutes ces décisions. Il pêchait avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Robert disait toujours que j'avais assez d'opinions pour 3 personnes, alors je me tiens compagnie de manière très divertissante. Il a ri. Ce rire de salle de conseil étudiée qui devait faire des merveilles sur les investisseurs et les parents âgés crédules. C'est merveilleux! Mais sérieusement, ne vous inquiétez-vous pas des questions pratiques, des finances, des problèmes juridiques, des gens qui pourraient profiter de votre générosité? Voilà. Le vrai sujet, déguisé en préoccupation, est servi avec un vin cher. Devrais-je m'inquiéter de quelque chose de spécifique, Marc? Pas vous inquiéter, exactement, mais être préparé. Vous savez comme les choses peuvent devenir compliquées, surtout pour quelqu'un dans votre situation unique. Ma situation unique. Comme si être veuve était une condition médicale rare. Et quelle serait cette situation, exactement? Il s'est penché en avant, sa voix baissant à ce ton confidentiel que les hommes utilisent quand ils s'apprêtent à expliquer quelque chose à la petite dame. Eh bien, vivre seul, prendre des décisions majeures sans conseil, être vulnérable aux personnes qui pourraient ne pas avoir vos meilleurs intérêts à cœur? Vulnérable à des gens comme lui? Probablement. Quelle délicatesse de votre part de vous préoccuper de ma vulnérabilité. J'ai justement consulté mon avocat au sujet de mesures de protection pour les personnes dans des situations comme la vôtre. Des mesures de protection. Délicieusement condescendant. De quel genre de protection? De parlons-nous? Il a plongé la main dans sa veste, avec l'aisance d'un magicien sortant un lapin de son chapeau. En est sorti un dossier manille qu'il a posé sur la table comme si c'était le Saint Graal. Juste quelques papiers de base. Rien de dramatique, simplement des garanties au cas où vous auriez un jour besoin d'aide pour prendre des décisions importantes. J'ai ouvert le dossier avec l'enthousiasme de quelqu'un manipulant un serpent vivant. Procuration, mandat de gestion financière, mandat de protection future. Le contrôle total déguisé en sollicitude affectueuse. C'est assez complet. Mon avocat est spécialisé dans le droit des personnes âgées. Il a traité de nombreux cas comme le vôtre. Des cas comme le mien. J'étais apparemment devenue une étude de cas. Comme c'est fascinant. Et Emma est au courant de cette initiative attentionnée? Elle pense que c'est une excellente idée. Vraiment, Sylvie, nous voulons juste nous assurer que vous êtes protégée de quiconque pourrait profiter de votre nature confiante. Ma nature confiante? Le garçon avait vraiment fait ses devoirs. Protégée de qui, spécifiquement? Oh, vous savez, des entrepreneurs malhonnêtes, des conseillers en investissement douteux, des parents qui pourraient soudainement s'intéresser de très près à votre bien-être. Des parents qui pourraient soudainement s'intéresser. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la servir en dessert. Quelle prescience de votre part d'anticiper de tels problèmes? C'est juste du bon sens. Ces choses sont beaucoup plus faciles à arranger avant que des complications ne surviennent. Des complications comme le fait que je garde le contrôle de ma propre vie. Je vois. Et cela doit être réglé rapidement, parce que le timing est important dans ce genre d'arrangement. Plus vous attendez, plus des questions pourraient se poser sur votre capacité à prendre de telles décisions. Ma capacité. Il posait déjà les bases pour me faire déclarer incompétente. Eh bien, dis-je en fermant le dossier et en posant mes mains dessus comme pour le bénir. Cela nécessite certainement une réflexion approfondie. Le soulagement a inondé son visage
comme s'il venait de décrocher un client majeur. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. Bien que mon avocat ait souligné qu'une action rapide serait conseillée. Une action rapide? Avant que j'aie le temps de réfléchir ou de consulter quelqu'un doté de cellules cérébrales fonctionnelles. Je voudrais certainement examiner cela avec mon propre conseiller juridique. Son sourire a vacillé comme une bougie dans le vent. Votre propre avocat? Oh oui. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je me sentirais plus à l'aise si quelqu'un me l'expliquait, dans des termes que mon esprit simple peut comprendre. Sylvie, je pense vraiment que nous devrions finaliser ça ce soir. Ces questions se règlent mieux lorsqu'elles sont traitées efficacement. Efficacement, avant que j'aie le temps de réaliser que j'étais en train de me faire voler. Je suis sûre que votre notaire comprendra que les décisions importantes ne doivent pas être précipitées. Mon quoi? Votre notaire. Vous en avez bien amené un, n'est-ce pas? Vous semblez si préparé pour tout le reste. Le masque est tombé complètement. Comment saviez-vous pour le notaire? Une supposition chanceuse. Vous me donnez l'impression d'être quelqu'un qui planifie à l'avance. Marc m'a fixé pendant un long moment, essayant probablement de déterminer si j'étais vraiment naïve ou si je résistais activement à son arnaque. Bien sûr, dit-il finalement. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais ses yeux disaient tout autre chose. Ses yeux disaient qu'il avait fini de jouer avec la vieille. Le veuve inoffensive. Dommage pour Marc. La vieille veuve inoffensive ne faisait que commencer à jouer avec lui. Le week-end s'est écoulé dans un calme trompeur, mais je pouvais sentir l'impatience de Marc crépiter à travers les lignes téléphoniques comme de l'électricité statique. Emma a appelé 2 fois, s'enquérant à chaque fois nonchalamment de « ces papiers utiles que Marc t'a montrés ». J'y réfléchis encore, ma chérie. Il essaie juste d'aider, maman. Il s'y connaît tellement en affaires juridiques. Affaires juridiques. Comme si le vol n'était qu'un autre point sur une liste de développement professionnel. Le lundi matin a apporté un appel qui a confirmé mes soupçons sur la vraie nature de mon charmant gendre. Sylvie, c'est Marc. J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à notre discussion. Oh, je n'ai pensé qu'à ça. Merveilleux. J'espérais que nous pourrions nous revoir cette semaine. J'ai quelques attentions supplémentaires qui pourraient t'aider à clarifier les choses. Des informations supplémentaires? Des mensonges plus sophistiqués, probablement? Quelle délicatesse? Même restaurant? En fait, je pensais à un endroit plus privé. Peut-être chez vous. Je pourrais apporter des documents qu'il serait plus facile d'examiner dans un cadre confortable. Ma maison, où il pourrait me mettre la pression sans témoin. Quel genre de documents? Juste quelques exemples de la façon dont ces arrangements ont aidé d'autres familles. Des histoires de réussite, si vous voulez. Des histoires de réussite de personnes âgées qui avaient abandonné leur indépendance à de charmants prédateurs. Cela semble fascinant. Mercredi soir? Parfait. Vers 19h. Mercredi ne pouvait pas arriver assez vite. J'ai passé les jours intermédiaires à faire ce que je faisais de mieux. Observer et planifier. Si Marc voulait jouer à des jeux chez May, je m'assurerai que le jeu soit truqué en ma faveur. Mercredi soir, je me suis préparée pour la bataille. Robe grise simple, bijoux minimaux, le costume parfait pour une femme sur le point de tendre un piège très coûteux. Marc est arrivé précisément à 19h, armé de sa mallette et de son sourire le plus digne de confiance. Sylvie, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer ici. Je sais que toute cette situation peut sembler accablante. Oh, je ne suis pas du tout accablante. Je trouve ça même très instructif. Il s'est installé dans mon salon comme s'il y était chez lui, étalant des documents sur ma table basse avec une efficacité étudiée. J'ai apporté quelques études de cas de famille qui ont bénéficié de ces arrangements. Je pense que vous les trouverez rassurantes. Quelle prévenance! Mais avant de discuter des histoires des autres,
J'ai quelques questions sur la vôtre. Mon histoire? Oui, je suis curieuse de votre parcours, de vos qualifications pour gérer la vie des autres. Son expression confiante a légèrement vacillé. Eh bien, j'ai une vaste expérience professionnelle. Dans quel domaine? La gestion d'investissement, principalement. Pour quelle entreprise? Je travaille en indépendant maintenant. Et avant ça? Divers postes dans les services financiers. Divers postes. Délicieusement vagues. Depuis combien de temps conseillez-vous les personnes âgées sur leurs décisions financières? Je n'appellerai pas ça conseiller, exactement. Plutôt de la planification protectrice. Et combien de personnes âgées avez-vous protégées? Quelques familles qui avaient besoin de conseils. Des conseils qu'elles ont demandés? Ou des conseils que vous leur avez suggéré de demander? Le silence s'est fait dans la pièce, à l'exception du tic-tac de l'horloge de ma grand-mère. Sylvie, je crois qu'il y a peut-être un malentendu sur mes intentions. Oh, je comprends parfaitement vos intentions. Ce qui m'intrigue, ce sont vos méthodes. Mes méthodes? Pour identifier les cibles vulnérables, pour gagner leur confiance, pour les convaincre de renoncer à leurs droits. Je ne ferai jamais... Jamais quoi, Marc? Jamais cibler les veuves âgées? Jamais les manipuler avec une fausse sollicitude? Jamais voler leur indépendance sous couvert de protection? Son masque se fissurait comme de la vieille peinture. Vous portez des accusations graves. Je fais des observations sérieuses sur un prédateur sérieux qui a fait une grave erreur. Quelle erreur? J'ai souri, canalisant chaque once de l'acier que Robert avait toujours vu en moi. Supposez que je n'étais qu'une autre veuve sans défense. Sylvie, je pense que vous êtes confuse. Je ne suis pas confuse du tout. Je sais exactement ce que vous essayez de faire. La question est de savoir si vous savez ce que je suis sur le point de faire. De quoi parlez-vous? Je parle du fait que j'ai enregistré cette conversation. Je parle du détective privé qui a documenté vos activités. Je parle de l'avocate qui prépare une plainte au pénal. La couleur a quitté son visage comme si on avait retiré un bouchon. Vous ne pouvez rien prouver. Je peux tout prouver. Vos problèmes financiers, vos dettes, votre habitude de cibler les femmes âgées. Tout. C'est impossible. Vraiment? Dites-moi, Marc, à combien s'élèvent vos dettes de jeu? Il est devenu très immobile. Comment savez-vous ça? Je sais tout sur vous, y compris le fait que vous n'êtes pas mon premier admirateur. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous n'êtes pas le premier jeune homme charmant à avoir essayé de me séparer de mes biens. La différence, c'est que cette fois, j'étais préparée. Préparée comment? Je me suis levée, ma voix baissant à un murmure qui pouvait couper du verre. Préparée à détruire quiconque essaierait de voler ce que mon mari a passé 40 ans à construire. Vous ne comprenez pas, je suis désespérée. Vous avez besoin de partir maintenant, avant que j'appelle la police. Sylvie, s'il vous plaît, nous pouvons trouver un arrangement. La seule chose que nous allons arranger, c'est de savoir si vous partez volontairement ou menotté. Marc a rassemblé ses papiers avec des mains tremblantes, son plan si soigneusement construit s'effondrant autour de lui comme un château de cartes dans un ouragan. Ce n'est pas fini. Si, ai-je dit, en pensant au secret de Robert qui attendait au sous-sol. Sa leste. Après son départ, je me suis versé un verre du meilleur vin de Robert et je me suis assise dans ma cuisine silencieuse. Demain, j'irai au sous-sol et j'ouvrirai ce vieux coffre-fort. Demain, Japp rendrait exactement quelles armes mon mari m'avait laissées. Ce soir, je savourerai le regard de panique dans les yeux de Marc Fournier quand il a réalisé qu'il avait choisi la mauvaise veuve à qui s'attaquer.
Certains prédateurs apprennent trop tard que parfois, la proie a des dents plus grosses que le chasseur. Jeudi matin, je me tenais en haut des escaliers de mon sous-sol, la clé de Robert à la main, mon cœur battant d'anticipation et d'appréhension. Pendant 2 ans, j'avais évité ce moment, trop accablé par le chagrin, pour affronter les secrets que mon mari avait laissés derrière lui. Marc Fournier venait de me donner une excellente raison de surmonter ma réticence. Le sous-sol sentait le vieux papier et l'eau de Cologne de Robert. L'odeur s'accrochait encore à ses vêtements suspendus dans le coin. Son bureau était exactement comme il l'avait laissé. Des mots croisés, des sous-verts tachés de café, les lunettes de lecture que il avait portées pendant 40 ans. Le coffre-fort était caché derrière un panneau que je n'avais jamais remarqué, dissimulé pour ressembler à une partie du mur en béton. Robert avait toujours été plus malin qu'il ne le laissait paraître. À l'intérieur, j'ai trouvé des documents qui ont fait trembler mes mains. Des relevés bancaires montrant des comptes dont je n'avais jamais entendu parler, des dossiers d'investissement s'étalant sur des décennies, des documents juridiques établissant des fiducies et des protections dont j'ignorais l'existence. Et tout au fond, une lettre de l'écriture familière de Robert qui changeait tout. Ma très chère Sylvie, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que quelqu'un essaie de profiter de ton grand cœur. Je suis désolée de ne t'avoir jamais parlé de l'argent. 30 millions d'euros, correctement protégés et entièrement à toi. J'ai vécu modestement pour que nous puissions mourir riches, et j'ai caché notre richesse pour que tu sois à l'abri des prédateurs, exactement comme celui qui t'a poussé à ouvrir ce coffre. 30 millions d'euros. Je me suis assise lourdement sur la vieille chaise de Robert, les chiffres dansant devant mes yeux. 30 millions d'euros. Plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. La lettre continuait. Il y a une carte de visite dans cette enveloppe pour Carole Lefebvre. Elle s'est occupée de tout depuis que je suis tombée malade. Elle connaît les menaces auxquelles tu pourrais être confronté. Et elle a des instructions pour t'aider à te défendre. Ne laisse personne voler ce que j'ai passé 40 ans à construire pour toi. Utilise chaque centime s'il le faut. Fais-leur regretter le jour où ils ont décidé de s'en prendre à ma femme. J'ai trouvé la carte de Carole et j'ai appelé immédiatement. Cabinet d'avocat Lefebvre. Ici, Sylvie Morin. Je crois que mon mari, Robert, a pris des dispositions pour que vous m'assistiez. Madame Morin, cela fait 2 ans que j'attends votre appel. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Dans combien de temps? Que diriez-vous de maintenant? Le bureau de Carole Lefebvre ne ressemblait en rien au cabinet d'avocat guindé auquel je m'attendais. Moderne, lumineux, avec des photos de famille disséminées parmi les diplômes de droit. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être la cinquantaine, avec des yeux vifs et une poignée de mains qui pouvaient casser des noix. Sylvie, veuillez vous asseoir. Robert m'avait dit que ce jour pourrait arriver. Quel jour? Le jour où quelqu'un essaierait de vous manipuler pour vous faire signer la renonciation à vos droits. Elle a étalé des documents sur son bureau, des actes de fiducie, des dossiers d'investissement, des protections juridiques dont je n'avais jamais rêvé. Votre mari était remarquablement prévoyant. Il a prédit que quelqu'un vous approcherait dans les 2 ans suivant sa mort, probablement par le biais de liens familiaux, pour tenter de prendre le contrôle de ce qu'il supposait être des actifs modestes. Mais ils ne sont pas modestes. Non, en effet. 30 millions d'euros, entièrement protégés dans une fiducie irrévocable. Vous contrôlez tout, mais personne d'autre ne peut y accéder. Même s'ils obtenaient d'une manière ou d'une autre une procuration? Même si je signais les papiers de Marc? Même dans ce cas. Robert a spécifiquement conçu cela pour vous protéger exactement de ce genre de manipulation. Je me suis adossée
ayant l'impression de voir ma vie clairement pour la première fois en 2 ans. Donc, Marc ne peut rien toucher? Marc ne peut pas toucher un centime. Mais plus important encore, vous avez maintenant les ressources pour vous assurer qu'il n'essaiera plus jamais ça. Que voulez-vous dire? Carole Assou rit avec quelque chose qui ressemblait presque à de la prédation. Je veux dire que nous allons le détruire si complètement qu'il passera le reste de sa vie à avertir les autres prédateurs des dangers de sous-estimer les veuves. Comment? Poursuite pénale pour tentative de fraude, poursuite civile pour dommages et intérêts, et nous allons enquêter sur chaque transaction financière qu'il a effectuée au cours des 5 dernières années. Est-ce légal? Parfaitement légal. Quand quelqu'un tente de vous escroquer, nous découvrirons d'où vient son argent, où il est allé, et à qui d'autre il en doit. Nous exposerons toute son opération. Opération? Oh, oui, les hommes comme Marc ne travaillant pas seuls. Il y a tout un réseau de personnes qui ciblent les victimes âgées. Nous allons tous les trouver. J'ai pensé à Emma, à ses larmes quand elle parlait des dettes de Marc, à la façon dont il nous avait soigneusement manipulées toutes les deux. Qu'adviendra-t-il du mariage de ma fille? C'est à Emma de décider. Mais elle prendra cette décision avec des informations complètes au lieu de mensonges et de manipulations. Et l'argent reste secret jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. La beauté du plan de Robert est que vous pouvez continuer à vivre exactement comme vous l'avez fait, ou vous pouvez acheter un yacht demain. C'est votre choix. J'ai rassemblé les documents de la fiducie, ayant l'impression de tenir la foudre entre mes mains. Quand commençons-nous à nous battre? Nous avons déjà commencé. Au moment où vous êtes entré dans mon bureau, Marc Fournier est devenu une cible au lieu d'un chasseur. En rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à la lettre de Robert. Il avait su que cela arriverait. Il s'y était préparé. Il m'avait armé pour une guerre dont j'ignorais même l'existence. Mais plus que ça, il m'avait donné la permission de gagner. Ce soir-là, Emma a appelé. « Maman, Marc a l'air vraiment contrarié par quelque chose. Il ne veut pas me dire ce qui s'est passé à votre rencontre. » Nous avons eu une conversation fascinante sur ses plans pour mon avenir. Quel genre de plan? Le genre qui suppose que je suis trop stupide pour me protéger. Maman, il essaie juste d'aider. Ma chérie, il y a des choses sur ton mari que tu ne sais pas, des choses sur les finances de notre famille que tu ne sais pas. Demain, je pense qu'il est temps que tu apprennes la vérité. Quelle vérité? La vérité sur ce que ton père m'a vraiment laissé, et la vérité sur ce que je vais faire à quiconque essaiera de le voler. Le silence, à l'autre bout du fil, était assourdissant. Maman, tu me fais peur? Tant mieux. Il est temps que quelqu'un dans cette famille ait vraiment peur. Après qu'Emma a raccroché, je me suis assise dans ma cuisine, tenant la lettre de Robert, pensant aux 30 millions d'euros et à la guerre qu'ils étaient sur le point de m'acheter. Marc Fournier pensait chasser une veuve sans défense. Il était sur le point de découvrir qu'il était entré dans l'antre d'un dragon très riche et très en colère. Et les dragons ne négocient pas avec les voleurs. Ils les incinèrent. Vendredi matin est arrivé avec l'appel de Carole Lefebvre et la douce promesse d'une vengeance professionnelle. J'ai trouvé une avocate spécialisée dans la poursuite de la fraude envers les personnes âgées. Elle veut vous rencontrer aujourd'hui. Dans combien de temps? Cet après-midi. Elle est très intéressée par le cas de Marc. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'il fait partie d'une opération plus vaste. Si nous pouvons le prouver, nous pouvons faire tomber tout le réseau. La réunion de l'après-midi a eu lieu au bureau du procureur de la République, où j'ai rencontré Sarah, Chen, une procureure aux yeux vifs, qui avait l'air de manger de la fraude à l'assurance au petit déjeuner. Madame Morin?
Parlez-moi de l'approche de votre gendre. Je lui ai raconté chaque conversation, chaque manipulation, chaque mensonge soigneusement élaboré que Marc nous avait servi, à Emma et à moi. Schéma classique, dit-elle en prenant des notes. Lien familial, pression financière, urgence à signer des documents. Il a déjà fait ça. Comment pouvez-vous le savoir? Parce que les amateurs font des erreurs. Marc savait exactement sur quel bouton émotionnel appuyer, quelle phrase juridique utiliser, comment structurer le calendrier. C'est sa profession. Alors, que faisons-nous? Nous lui tendons un piège. Faites-lui croire qu'il a gagné. Puis, documentez tout ce qu'il fera ensuite. Carole s'est penchée en avant. Quel genre de piège? Madame Morin l'appelle. Elle dit qu'elle a reconsidéré sa position, naine, qu'elle veut aller de l'avant et signer les papiers. Nous enregistrons tout. Sa réponse, ses instructions, son calendrier, et puis, nous l'arrêtons au moment où il amène un notaire pour assister à la signature. J'ai souri en pensant au désespoir de Marc, à ses dettes de jeu, à sa certitude absolue d'avoir manipulé une veuve sans défense. Quand tendrons-nous ce piège? Lundi, cela nous laisse le week-end pour installer le matériel d'enregistrement et nous coordonner avec la police. Samedi, j'ai passé la journée à me préparer pour la performance de ma vie, pratiquant ma voix de veuve reconnaissante, répétant mes répliques sur le fait de me sentir plus en sécurité avec la protection de Marc. Dimanche a amené Emma, l'air inquiète et confuse. « Maman, Marc agit bizarrement. Il n'arrête pas de poser des questions sur les finances de papa. S'il se pourrait que tu aies des comptes cachés ou des investissements, c'est en NTS. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je ne sais rien de ton argent. Mais maman, pourquoi est-il si intéressé? J'ai regardé ma fille, belle, confiante, complètement inconsciente que son mari était un prédateur chassant sa mère. Parce qu'il a besoin d'argent plus désespérément que tu ne le penses. À quel point désespérément? Assez désespérément pour le voler à la mère de sa femme. Emma m'a fixée. Tu penses vraiment qu'il essaie de te voler? Je sais qu'il le fait. La question est de savoir si tu es prête à en voir la preuve. Quel genre de preuve? Le genre qui détruira ton mariage mais sauvera ta mère. Emma est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit « Montre-moi ». Lundi matin, j'ai appelé Marc avec la performance de ma vie. « Marc, c'est Sylvie. J'ai réfléchi à notre conversation. » Oh! Sa voix était soigneusement contrôlée, mais je pouvais entendre l'excitation. « en dessous. Je pense que vous avez raison. J'ai besoin de protection. J'aimerais aller de l'avant avec ces papiers. » Le soulagement dans sa voix était audible. « C'est merveilleux, Sylvie. Quand cela vous arrangerait-il? » Le plus tôt possible. Ce week-end m'a fait réaliser à quel point je suis vraiment vulnérable. Parfait. Je peux tout préparer pour cet après-midi. Cet après-midi? J'ai laissé une note de confusion sénile s'infiltrer dans ma voix. N'est-ce pas un peu rapide? Ces choses se règlent mieux lorsqu'elles sont traitées efficacement. J'amènerai mon notaire. Nous ferons tout signer et vous serez complètement protégés. Protégés de lui? Eh bien, si vous pensez que c'est le mieux, je le pense. Disons 15 heures, chez vous. 15 heures, c'est parfait. Après avoir raccroché, Carole a hoché la tête avec approbation depuis son poste de surveillance de l'équipement d'enregistrement. Il a thé mordu à l'hameçon. Et maintenant? Maintenant, nous attendons qu'il se pende avec sa propre corde. À 15 heures précises, Marc est arrivé avec sa mallette, son notaire et son sourire le plus digne de confiance.
Des caméras cachées ont tout filmé, alors qu'il étalait les documents sur ma table basse. Sylvie, je ne peux pas vous dire à quel point je suis soulagée que vous fassiez cette démarche. J'ai réalisé que vous aviez raison sur les dangers. Une vieille femme comme moi a besoin de conseils. Exactement. Maintenant, ces papiers nous donneront, à Emma et à moi, l'autorité de protéger vos intérêts. Tous mes intérêts? Tous. Décisions financières, choix médicaux, arrangements de vie, tout. Arrangement de vie. Il prévoyait déjà de me parquer quelque part de pratique. Et cela doit être notarié aujourd'hui parce que les retards créent des complications. Le plus tôt nous mettons cela en place. Et le plus tôt vous êtes protégé. J'ai pris le stylo, laissant ma main trembler légèrement. C'est assez impressionnant. Je sais que ça semble compliqué, mais croyez-moi, c'est la meilleure chose pour tout le monde. Le croire. L'homme qui volait ma vie tout en promettant de la protéger. J'ai signé la première page, puis j'ai fait une pause. Marc, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Qu'arrive-t-il à mon argent après que j'ai signé ceci? Votre argent sera géré professionnellement. Plus de soucis d'investissement, de factures ou de décisions financières. Par qui? Par des gens expérimentés, des gens qui comprennent ces choses. Des gens comme vous. Des gens comme Emma et moi. Oui, j'ai signé la deuxième page. Et si je change d'avis plus tard? Eh bien, cela dépendrait de votre état mental à ce moment-là. Ces arrangements sont conçus pour être permanents. Permanents comme une PE. In à perpétuité. Je vois. J'ai signé la troisième page. Marc, il y a quelque chose que je devrais mentionner. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il pourrait y avoir plus d'argent que vous ne le pensez. Ses yeux se sont illuminés comme un matin de Noël. Plus d'argent? Robert avait peut-être des comptes que je ne connaissais pas. Des investissements cachés, peut-être. Combien d'argent en plus, Sylvie? Et voilà. La cupidité, le désespoir, la confirmation absolue que cela n'avait jamais été pour me protéger. Je ne suis pas sûre. Peut-être des montants importants? Les mains de Marc tremblaient maintenant. Important comment? Eh bien, dis-je, posant le stylo sans signer la dernière page. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Que voulez-vous dire? J'ai souri, pensant aux 30 millions d'euros et au piège que nous venions de tendre. Je veux dire que vous êtes en état d'arrestation? Marc, vous avez le droit de garder le silence. La police a émergé de ses cachettes alors que le visage de Marc devenait blanc de choc et de terreur. Vous ne pouvez pas. Je le peux. Je l'ai fait. Et maintenant, vous allez apprendre ce qui arrive aux prédateurs qui chassent la mauvaise proie. Alors qu'il l'emmenait, menotté, je l'ai entendu crier à propos de guet-apens et de contestation judiciaire. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est le son de la justice servi avec un accompagnement de 30 millions d'euros de vengeance. La nouvelle a éclaté ce soir-là. Un homme d'affaires local arrêté dans une opération d'infiltration pour fraude envers une personne âgée. La marche de Marc, menotté, passait en boucle sur toutes les chaînes, son visage un masque d'incrédulité et de rage. Emma a appelé, en sanglots. « Maman, qu'as-tu fait? » « Je me suis protégée de la tentative de ton mari de voler mon indépendance et mes billes, NS. Mais l'arrestation, les accusations, ça va le détruire. » Tant mieux. C'était le but. Comment peux-tu être si froide? Comment peux-tu défendre un homme qui planifiait systématiquement de voler ta mère? Emma est arrivée 1 heure plus tard, les yeux rouges de larmes. Je l'ai fait asseoir et lui ai fait écouter l'enregistrement de la confession de Marc. Chaque mot avide, chaque manipulation calculée,
chaque moment où il avait révélé sa vraie nature. Il allait me mettre dans une maison de retraite, ma chérie. Il allait voler tout ce que ton père m'a laissé et convaincre tout le monde que j'étais trop sénile pour m'y opposer. Mais il m'aime. Il aime ce qu'il pensait que tu pouvais lui apporter. Il y a une différence. Je lui ai montré les dossiers financiers que Carole avait découverts, les dettes de jeu, les fausses entreprises, le ciblage systématique de veuves âgées. Ce n'est pas sa première fois, Emma. Tu es mariée à un prédateur professionnel. Elle a regardé les preuves, son visage passant par le déni, la colère et le chagrin. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Tout ce que tu veux, mais tu le feras avec des informations complètes, pas avec des mensonges et des manipulations. Mardi a amené le père de Marc, pompeux et furieux. Sylvie, vous avez détruit la vie de mon fils à cause d'un malentendu. J'ai exposé le comportement criminel de votre fils. Il y a une différence? Il essayait de vous aider. Il essayait de me voler. Les enregistrements ne mentent pas. C'est vindicatif, cruel. C'est la justice. Votre fils a choisi de s'en prendre à des femmes âgées. Maintenant, il doit en subir les conséquences. Mercredi a eu lieu l'audience de mise en liberté sous caution de Marc, où il a tenté de se présenter comme un membre de la famille soucieux qui avait été piégé par une veuve paranoïaque. Le juge n'a pas été impressionné. Monsieur Fournier, les preuves suggèrent une tentative systématique d'escroquer un membre âgé de la famille. La caution est fixée à 500 000 €. Un demi-million d'euros. De l'argent que Marc n'avait pas. Il resterait en prison jusqu'au procès. Jeudi a apporté une visite de Carole avec des nouvelles qui ont rendu mon café du matin encore meilleur. La police judiciaire s'intéresse au cas de Marc. Ils pensent qu'il est lié à un réseau national de fraude envers les personnes âgées. De quelle ampleur? Potentiellement des dizaines de victimes, des millions d'euros d'actifs volés. S'ils peuvent faire parler Marc, ils pourraient faire tomber tout le réseau. Coopérera-t-il? Cela dépend de la peine de prison qu'il risque. 20 ans ont tendance à rendre les gens très bavards. 20 ans. Marc serait d'âge moyen à sa sortie, en supposant qu'il survive aussi longtemps en prison. Vendredi a vu la décision d'Emma. Elle a demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables et une escroquerie sentimentale. Je ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui a essayé de voler ma mère, a-t-elle dit à l'avocat. Et la maison, les voitures, le style de vie qu'il offrait? Tout a été acheté avec de l'argent emprunté et de fausses promesses. Je ne veux rien qui provienne de ces combines. Emma a réemménagé en ville, trouvant un appartement près du mien. L'expérience l'avait changée, l'avait rendue plus forte, plus méfiante, plus consciente de la façon dont les gens pouvaient être manipulés. Je me sens si stupide, a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises sur mon porche. Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais? Ce n'est pas stupide, c'est humain. Mais tous les signes étaient là. Le style de vie coûteux, les réponses vagues sur l'argent, l'intérêt soudain pour toi après nos fiançailles. Il était très doué dans ce qu'il faisait. Les manipulateurs professionnels sont formés pour exploiter la confiance. Comment as-tu su? Je ne le savais pas au début. Mais ton père m'a laissé des ressources. Des outils pour me défendre quand quelqu'un essaierait de voler ce qu'il avait construit. Quel genre de ressources? J'ai regardé ma fille, me demandant si elle était prête pour la vérité sur l'héritage de Robert. Le genre qui transforme les veuves, sans défense, en ennemies très dangereuses. Maman, combien d'argent papa t'a-t-il laissé exactement? Assez pour détruire quiconque essaierait de le voler. Le procès a commencé en septembre. L'avocat de Marc a essayé toutes les défenses. Capacité diminuée, guet-apens, malentendu familial. Rien n'a fonctionné.
Les preuves étaient accablantes. Les enregistrements étaient damning. Le schéma de ciblage des victimes âgées était indéniable. Lorsqu'ils ont diffusé l'audio de Ma RC discutant de mon état mental et de ses plans pour un contrôle permanent de mes biens, même son propre avocat avait l'air dégoûté. Le jury a délibéré pendant 47 minutes. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Au moment de la sentence, le juge a regardé Marc avec mépris. « Monsieur Fournier, vous avez systématiquement ciblé des personnes âgées vulnérables, détruit leur indépendance et volé les économies de toute une vie. Vous avez abusé de la confiance, exploité les relations familiales et n'avez montré aucun remords pour les vies que vous avez détruites. La Cour vous condamne à 18 ans de prison ferme. 18 ans. Marc aurait 55 ans à sa sortie, en supposant que quelqu'un embauche un ex-détenu avec une condamnation pour escroquerie envers une personne âgée. Alors qu'il l'emmenait, il m'a regardé avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, vieille femme. » J'ai souri doucement. « Si, ça l'est. » Après le procès, Carole et moi vont célébrer au même restaurant où Marc avait tenté de me manipuler pour la première fois. Vous réalisez que vous êtes devenu une sorte de légende dans les cercles du droit des aînés, dit-elle en levant son verre de vin. Comment ça? Vous êtes la veuve qui s'est défendue et a gagné. Vous avez inspiré d'autres victimes à se manifester, d'autres familles à remettre en question des parents suspects? Bien. Personne ne devrait subir ce que Marc avait prévu pour moi. Quelle est la prochaine étape pour vous? J'ai pensé à Emma, reconstruisant sa vie avec une sagesse durement acquise. J'ai pensé aux autres victimes que Marc avait détruites au fil des ans. J'ai pensé à la fiducie de Robert et au pouvoir qu'elle me donnait pour protéger les gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Ensuite, je m'assure que cela n'arrive plus jamais à personne d'autre. Comment? En utilisant toutes les ressources à ma disposition pour traquer les prédateurs avant qu'ils ne trouvent leur prochaine victime. Carole a souri. Cela semble coûteux. Je peux me le permettre. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma cuisine en lisant une dernière fois la lettre de Robert. Il avait su que ce jour viendrait. Il m'y avait préparé. Il m'avait donné les armes pour gagner une guerre dont j'ignorais même qu'elle était menée. Mais plus que cela, il m'avait donné la permission d'être dangereuse. Marc Fournier avait appris trop tard que certaines veuves ripostent et que certaines morsures sont fatales. Les suites de la condamnation de Marc ont amené des visiteurs inattendus à ma porte. La belle-mère d'Emma, Patricia, est arrivée mardi matin, dégoulinant de désespoir déguisé en dignité. « Sylvie, nous devons discuter de cette situation regrettable. »« Entrez, Patricia. Je me demandais quand vous vous montreriez. » Elle a balayé mon salon du regard, comme si le monde lui appartenait encore, mais je pouvais voir les fissures dans sa façade. Les bijoux étaient toujours là, mais ils semblaient en quelque sorte moins chers. Les vêtements de Marc étaient parfaitement repassés, mais légèrement démodés. Cette vendetta contre Marc est allée trop loin. Vendetta? C'est comme ça qu'on appelle la poursuite des criminels maintenant? Il a fait une erreur. Les gens ne méritent pas d'avoir leur vie détruite pour une seule erreur de jugement. Une seule erreur? Patricia, votre fils a systématiquement ciblé des femmes âgées pendant des années. Ce n'était pas une erreur. C'était son modèle économique. Elle s'est agitée, mal à l'aise, son masque de supériorité glissant. La famille souffre à cause de vos actions. La famille souffre à cause des crimes de Marc. Nous perdons tout. La maison, l'entreprise, notre réputation. Et voilà. Pas d'inquiétude pour Marc, pas de remords pour ses victimes, mais l'inquiétude pour leur propre statut social. Quelle tragédie!
Je suis sûre que les femmes âgées que Marc a volées seraient anéanties d'apprendre votre désagrément. Vous ne comprenez pas. Nous avons des obligations, des engagements. Vous aviez l'obligation d'élever un fils qui ne s'en prend pas aux personnes vulnérables? Comment cela s'est-il passé? Le sang-froid de Patricia s'est complètement brisé. Que voulez-vous de nous? Rien. J'ai déjà eu ce que je voulais. La justice. Il doit y avoir quelque chose. De l'argent. Des excuses publiques. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement. J'ai étudié son visage, voyant le désespoir qu'elle essayait si fort de cacher. En fait, il y a quelque chose que vous pouvez faire. L'espoir a vacillé dans ses yeux. Quoi? Disparaissez. Déménagez. Changez de nom. Assurez-vous qu'aucun membre de votre famille ne cible plus jamais une autre personne âgée. C'est déraisonnable. La prison est déraisonnable. La pauvreté est déraisonnable. Perdre son indépendance à cause d'un prédateur est déraisonnable. Ma demande est parfaitement raisonnable. Patricia est partie sans un autre mot, sa dignité en lambeaux. Mercredi a amené l'ancien partenaire commercial de Marc, un homme louche nommé Richard, qui avait apparemment coordonné le réseau de fraude envers les personnes âgées. Madame Morin, je pense que nous pouvons nous entraider. J'en doute fort. J'ai des informations sur d'autres victimes, des noms, des montants volés, des méthodes utilisées. Des informations qui pourraient vous aider à récupérer les pertes. En échange de quoi? Une clémence pour Marc. Peut-être une peine réduite, une libération conditionnelle anticipée. J'ai ri. J'ai vraiment ri de son audace. Richard, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je ne négocie pas avec les criminels. Je les détruis. Vous faites une erreur. Nous pourrions être de précieux alliés. Vous pourriez être de précieux détenus, ce qui, par coïncidence, est exactement ce que vous êtes sur le point de devenir. J'ai appelé Carole immédiatement après son départ. Vendredi, Richard était sous enquête fédérale pour son rôle dans le réseau de fraude. La semaine suivante a vu défiler les associés de Marc, chacun essayant de négocier pour échapper aux poursuites. Des agents immobiliers qui avaient aidé à blanchir l'argent volé, des avocats qui avaient préparé des documents frauduleux, des employés de banque qui avaient aidé à déplacer les actifs. Un par un, je les ai tous envoyés à Carole et à la police judiciaire. Vous vous forgez une sacrée réputation, a observé Carole lors d'une de nos réunions hebdomadaires. Le mot se répand que vous ciblez était l'erreur fatale de Marc. Bien. La peur est un excellent moyen de dissuasion. Le procureur fédéral dit que votre cas va révolutionner la façon dont il traite des réseaux de fraude envers les personnes âgées. Comment ça? Habituellement, ils attrapent une ou deux personnes et appellent ça une victoire. Votre cas leur donne accès à une organisation criminelle entière. Et les autres victimes? 37 confirmées jusqu'à présent, et d'autres se manifestent chaque semaine. Les dommages totaux s'élèvent à plus de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros volés à des personnes âgées qui avaient fait confiance à la mauvaise personne. Pouvons-nous récupérer leur argent? La majeure partie. Les lois sur la confiscation des avoirs criminels sont très favorables lorsque des entreprises criminelles sont impliquées. Et pour Marc spécifiquement? Ses biens personnels sont en cours de liquidation. La maison, les voitures, les bijoux, tout. Ce sera distribué entre ses victimes, y compris moi. Vous n'avez pas été réellement victime financièrement puisque vous n'avez jamais signé les papiers. Alors ma part va aux autres victimes. Sylvie, cela pourrait représenter des centaines de milliers d'euros. Je peux m'en passer. Ce soir-là, Emma est venue dîner, l'air en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le divorce est finalisé, a-t-elle annoncé.
Comment te sens-tu? Libre. Terrifié. Mais libre. Terrifié de quoi? De refaire la même erreur, de faire confiance à la mauvaise personne. Emma, ce que Marc t'a fait n'était pas de ta faute. Mais c'est moi qui l'ai fait entrer dans notre famille. Je lui ai donné accès à toi. Et quand tu as appris la vérité, tu as choisi la justice plutôt que le confort. Il faut du courage pour ça. T'es-tu déjà dit que tu pourrais être en danger? Que les associés de Marc pourraient essayer de se venger? J'ai souri, pensant aux mesures de sécurité et que Carole m'avait aidé à mettre en place, au lien avec les forces de l'ordre, à la nature très publique de ma victoire. Qu'ils essaient. Je ne suis pas la veuve sans défense qu'ils pensent que je suis. Non, ça, c'est sûr que tu ne l'es pas. Alors qu'Emma partait ce soir-là, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé depuis que Marc m'avait approché pour la première fois avec sa sollicitude frauduleuse. Il y a 6 mois, je cachais mes ressources, jouant le rôle de la veuve modeste, faisant profil bas. Maintenant, j'étais quelqu'un dont les appels téléphoniques étaient immédiatement retournés, dont les préoccupations étaient prises au sérieux, dont les ennemis finissaient en prison fédérale. Mais plus important encore, j'étais devenu quelqu'un qui comptait pour les gens qui avaient besoin de protection. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. La voix de Carole était excitée. « Sylvie, nous venons d'avoir une percée en l'affaire fédérale. Marc coopère. » Qu'est-ce qu'il leur dit? Tout. Nom, méthode, lieu, compte bancaire. Tout le réseau de fraude envers les personnes âgées est sur le point de s'effondrer. Et en échange? Une peine réduite. Il fera toujours une peine significative, mais pas les 18 ans complets. J'ai pensé à Marc dans sa cellule de prison, comprenant enfin que les actions ont des conséquences, que les prédateurs deviennent parfois des proies. Combien de temps? Probablement 8 à 10 ans avec bonne conduite. 8 ans. Marc aurait 43 ans à sa sortie, avec une condamnation fédérale qui le suivrait pour toujours. C'est acceptable. Il y a autre chose. Le procureur fédéral veut vous interroger sur la création d'un programme de défense des victimes. Quel genre de programme? Formation pour les forces de l'ordre, ressources pour les victimes, soutien juridique pour les poursuites. Ils veulent utiliser votre cas comme modèle. J'ai souri, pensant à l'héritage de Robert et à la façon dont il m'avait équipé, non seulement pour me protéger, mais pour protéger les autres. Organiser la réunion. En raccrochant, j'ai réalisé que Marc Fournier m'avait involontairement fait le plus grand cadeau possible. Un but qui correspondait à mes ressources. Il avait essayé de voler mon indépendance et avait fini par me donner une mission. Certaines erreurs sont plus coûteuses que d'autres. La sienne lui avait tout coûté et m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin pour devenir dangereuse pour les gens comme lui. La justice, ai-je décidé, avait un excellent sens de l'ironie. Le bureau du parquet national financier était différent des services de police locaux. Plus sérieux, plus professionnel, plus cossu. L'agente Sarah Torres m'a accueilli avec le genre de respect habituellement réservé aux grands donateurs politiques. « Madame Morin, votre cas est devenu notre référence absolue en matière de poursuite de la fraude envers les personnes âgées. » Comment cela? La plupart des victimes sont trop embarrassées ou confuses pour se défendre efficacement. Non seulement vous vous êtes défendu, mais vous avez détruit tout un réseau criminel. J'avais de bonnes ressources. Et vous les avez utilisées de manière stratégique. C'est de cela que nous voulons discuter. L'agente Torres a étalé des dossiers sur la table de conférence. Photos, relevés financiers, organigrammes, montrant l'ampleur de l'opération de Marc. 39 victimes dans 6 régions, perte moyenne de 300 000 € par victime. Dommages totaux approchant les 15 millions d'euros. 15 millions volés à des personnes âgées,
qui avaient fait confiance aux mauvais jeunes hommes charmants. Qu'est-il arrivé aux autres victimes? La plupart ont perdu leur indépendance, leurs économies, leur confiance en leur propre jugement. Plusieurs ont été placés en maison de retraite contre leur gré. 3 sont décédés pendant que leurs biens étaient systématiquement volés. 3 personnes sont mortes en se faisant voler. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. Que pouvons-nous faire pour elles? Pour les morts, rien. Pour les survivants, tout. Si vous êtes prête à aider. Quel genre d'aide? L'agente Torres a sorti un épais dossier intitulé « Initiative de défense des victimes ». Nous voulons créer un programme qui fera pour les autres victimes ce que vous avez fait pour vous-même. Ressources juridiques, protection financière, soutien aux poursuites pénales. Financer comment? Une combinaison de subventions de l'État, de fonds de confiscation d'avoirs et de dons privés. Dons privés. Elle me demandait de financer la justice pour les victimes de fraude âgées. Combien cela coûterait-il? Démarrage initi, à l'autour de 2 millions d'euros. Opération continue, peut-être 4 millions par an. 4 millions d'euros par an. Une part importante de la fiducie de Robert, mais pas assez pour affecter ma sécurité. Et en échange, nous détruisons systématiquement toutes les opérations de fraude envers les personnes âgées dans le pays. J'ai pensé aux 3 victimes qui étaient mortes en se faisant voler, aux autres qui avaient tout perdu à cause de prédateurs comme Marc. Où est-ce que je signe? La paperasse a pris 3 heures. Quand nous avons terminé, j'étais la principale source de financement du programme de poursuite de la fraude envers les personnes âgées le plus complet de l'histoire du pays. Madame Morin, vous réalisez que vous venez de déclarer la guerre à une industrie criminelle de plusieurs milliards d'euros? Bien. Les guerres rendent la vie intéressante. Ce soir-là, Emma et moi avons célébré le nouveau programme en non, au restaurant où Marc avait tenté de me manipuler. Maman, es-tu sûre de vouloir dépenser autant d'argent pour des étrangers? Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des gens qui ont été ciblés par des prédateurs comme ton ex-mari. Mais 4 millions par an? C'est moins que ce que je gagne en revenus de placement. Ton père a bâti cette fortune pour protéger les gens. Je l'utilise enfin comme il l'entendait. Et si le programme ne fonctionne pas? Alors, nous en construirons un meilleur. L'argent n'est utile que si on l'utilise pour quelque chose qui compte. Emma a levé son verre de vin. À la disparition des prédateurs. À leur extinction. Le programme a été lancé 3 mois plus tard avec des résultats spectaculaires. Dès la première semaine, nous avions ouvert des enquêtes dans 12 régions. Dès le premier mois, nous avions arrêté 17 personnes liées à des réseaux de fraude envers les personnes âgées. L'appel le plus satisfaisant est venu un mardi matin de l'agente Torres. Madame Morin, nous venons d'arrêter l'ancien mentor de Marc. Son mentor? L'homme qui lui a appris à cibler les femmes âgées. Il mène ses combines depuis 20 ans. Votre programme nous a donné les ressources nécessaires pour monter un dossier contre lui. Quel est son nom? Guillaume Fournier. L'oncle de Marc. L'oncle de Marc. L'entreprise familiale consistait littéralement à voler les personnes âgées. Combien de victimes? Plus d'une centaine, remontant aux années 1990. Il détruit systématiquement des vies depuis des décennies. Et maintenant? Maintenant, il risque la réclusion à perpétuité. Les accusations fédérales à elles seules le maintiendront enfermé jusqu'à sa mort. La prison à vie pour avoir volé des personnes âgées. Enfin, des conséquences à la hauteur du crime. Il y a autre chose, a poursuivi l'agent Torres. Il veut passer un accord. Quel genre d'accord? Coopération totale en échange d'une peine réduite. Nom, méthode, emplacement d'autres réseaux à travers le pays.
Et vous envisagez cela? Nous l'envisageons parce que ces informations pourraient nous aider à démanteler des opérations de fraude dans 30 régions. J'ai pensé à la justice contre la vengeance, à la protection des futures victimes contre la punition des crimes passés. Acceptez l'accord. Mais assurez-vous qu'il purge une peine significative. Au moins 15 ans, même avec sa coopération. 15 ans. Guillaume Fournier aurait 80 ans à sa sortie, en supposant qu'il vive aussi longtemps en prison. Acceptable. Les informations fournies par Guillaume ont été dévastatrices pour les réseaux de fraude à l'échelle nationale. En 6 mois, notre programme avait facilité des arrestations dans 23 régions. Les organisations criminelles qui s'étaient attaquées aux victimes, ou âgées pendant des décennies, s'effondraient comme des châteaux de cartes. Vous êtes devenu la personne la plus redoutée dans les cercles de la fraude envers les personnes âgées, m'a dit Carole lors d'une de nos réunions. Ils s'avertissent même les uns les autres de ne pas cibler les veuves, car ils pourraient se retrouver avec une autre situation Sylvie Morin. Qu'est-ce qu'une situation Sylvie Morin? Destruction complète de leur entreprise criminelle, poursuite fédérale et confiscation d'avoirs qui les laissent en faillite. Parfait. La peur est la meilleure dissuasion. On parle de nommer la loi fédérale sur la fraude envers les personnes âgées d'après vous, la loi Morin. La loi ne touchait pas aux veuves a été mentionnée, mais ils ont pensé que c'était peut-être trop informel. J'ai ri, pensant à Robert et à la fierté qu'il aurait ressentie de voir que sa planification minutieuse avait permis de protéger des milliers de personnes âgées. L'un ou l'autre nom me convient. Ce soir-là, je me suis assise dans mon jardin en lisant les derniers rapports du programme. En 1 an, nous avions récupéré plus de 40 millions d'euros pour les victimes de fraude. Nous avions envoyé des dizaines de prédateurs en prison. Nous avions créé un réseau de protection qui s'étendait à tout le pays. Mais plus important encore, nous avions envoyé le message que les personnes âgées n'étaient mieux plus des cibles faciles. Le téléphone a sonné, interrompant ma réflexion. La voix d'Emma était excitée. « Maman, allume les informations sur la 7T. » J'ai trouvé la télécommande et j'ai mis la chaîne locale, où un journaliste se tenait devant le palais de justice. Dans un développement stupéfiant, les autorités ont arrêté l'ensemble de la direction de ce qu'ils appellent le plus grand réseau de fraude envers les personnes âgées de l'histoire du pays. L'enquête, financée et par un donateur privé qui souhaite rester anonyme, a abouti à des accusations contre 43 individus dans 15 régions. 43 arrestations, 15 régions. Le réseau qui avait détruit tant de vies était enfin en train d'être détruit lui-même. « Maman, tu regardes ?» Je regarde. « Qu'est-ce que ça fait ?» J'ai pensé à Marc dans sa cellule de prison, à Guillaume Fournier face à la vie derrière les barreaux, aux centaines de victimes qui obtiendraient enfin justice. J'ai l'impression que l'argent de ton père est utilisé exactement comme il l'entendait. Et comment ça? Pour transformer les veuves sans défense en ennemies très dangereuses, des gens qui s'attaquent aux plus vulnérables. En raccrochant, j'ai réalisé que Marc Fournier avait commis l'erreur la plus coûteuse de l'histoire de la fraude envers les personnes âgées. Il avait ciblé une veuve qui avait les ressources pour se défendre et la volonté de détruire quiconque la menaçait. Mais plus que cela, il avait réveillé en moi quelque chose que j'ignorais exister. La détermination absolue de protéger les gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Robert m'avait laissé 30 millions d'euros pour être en sécurité. Je les avais utilisés pour rendre le monde plus sûr pour tout le monde. Certains héritages valent plus que de l'argent. Celui-ci valait tout. 2 ans après la condamnation de Marc, je lisais dans ma cuisine une lettre qui donnait à mon café du matin le goût de la victoire. Elle venait de Brigitte Hoffmann, l'enseignante âgée qui avait été la première victime de Marc. « Chère Sylvie, je voulais que vous sachiez que j'ai récupéré ma maison. Le programme fédéral de recouvrement des avoirs a restitué tout ce que Marc m'avait volé, plus des dommages,
et intérêt. Mais plus encore, j'ai retrouvé ma confiance. Je n'ai plus peur de prendre mes propres décisions ou de faire confiance à mon propre jugement. Merci de m'avoir montré que nous n'avons pas à être des victimes. La lettre de Brigitte était l'une des dizaines que j'avais reçues de victimes de fraude, dont la vie avait été restaurée par notre programme. Chacune me rappelait pourquoi la fiducie de Robert avait été utilisée correctement. Non pas pour le luxe ou le confort, mais pour la justice et la protection. La sonnette a interrompu ma réflexion. J'ai ouvert pour trouver un visage familier. L'agente Torres, tenant une bouteille de champagne et arborant le plus grand sourire que j'ai vu depuis la condamnation de Marc. « Madame Morin, nous devons célébrer. » « Que célébrons-nous » ? La destruction complète du réseau de fraude envers les personnes âgées qui a commencé avec votre cas. Elle m'a suivi dans la cuisine où elle a étalé des coupures de journaux sur ma table comme des trophées. Chiffres finaux, 67 arrestations, 49 condamnations. Plus de 80 millions d'euros récupérés pour les victimes. 80 millions d'euros rendus à des personnes âgées qui avaient été volées par de charmants prédateurs. Et les associés de Marc ? Tous condamnés. Richard a eu 12 ans. Les avocats ont été radiés du barreau et ont écopé de peines de prison. Même les employés de banque qui ont aidé à blanchir l'argent font face à des accusations fédérales. Et les victimes ? 93% ont récupéré leurs biens volés. Les autres ont reçu une compensation du fonds pour les victimes que vous avez créé. 93%. Presque tous ceux qui avaient été volés ont récupéré leur argent. Et Marc, lui-même ? Toujours en prison fédérale, coopérant toujours avec les enquêtes, faisant toujours face à la réalité que ses choix ont détruit sa vie et celle de dizaines d'autres. J'ai versé 2 tasses de café, pensant à la chaîne d'événements qui avait commencé par un placement humiliant au mariage de ma fille. Des règles. Sur la façon dont nous avons géré cela ? L'agente Torres m'a regardé sérieusement. Madame Morin, votre cas a changé la façon dont les forces de l'ordre fédéral abordent la fraude envers les personnes âgées. Avant vous, nous traitions ces affaires comme des crimes individuels. Maintenant, nous les reconnaissons comme des entreprises criminelles organisées qui nécessitent une réponse globale. Ce qui signifie que Marc Fournier a accidentellement créé le programme de protection des personnes âgées le plus efficace de l'histoire du pays. J'ai ri, savourant l'ironie. Il a vraiment choisi la mauvaise veuve. Il a tout choisi de travers. Mauvaise victime, mauvaise famille, mauvais crime, mauvaise décennie. Tout dans son approche était catastrophiquement erroné. Et maintenant ? Maintenant, son nom est synonyme d'échec dans les milieux criminels. Nous avons intercepté des communications où les réseaux de fraude savaient, spécifiquement, de ne pas cibler les veuves à cause du désastre Fournier. Le désastre Fournier. Marc était devenu un conte édifiant pour les autres prédateurs. Quelle est la prochaine étape pour le programme ? L'expansion. Nous formons les forces de l'ordre local dans 20 autres régions. Nous créons des centres de défense des victimes dans les grandes villes. Nous développons des systèmes d'alerte précoces pour identifier les cibles potentielles avant que les prédateurs ne les trouvent. Financé comment ? Le programme est maintenant autonome grâce à la confiscation des avoirs des criminels condamnés. Votre investissement initial a créé un système de protection permanent. Autonome. L'argent de Robert avait acheté une protection permanente pour les personnes âgées vulnérables. Y a-t-il de nouvelles menaces dont nous devrions être conscients ? Toujours. Mais maintenant, c'est nous qui les chassons au lieu d'attendre que les victimes signalent les crimes. Après le départ de l'agente Torres, j'ai appelé Emma pour partager la bonne nouvelle. « Maman, tu réalises que tu es devenue une légende, n'est-ce pas ? » « Comment ça ? » J'étais à l'épicerie hier et j'ai entendu 2 femmes âgées parler de la veuve qui s'est défendue. Elles discutaient de ton cas comme si c'était un film de super-héros. Je ne suis guère une super-héroïne.
Tu l'es pour les gens qui étaient ciblés par des prédateurs. Tu as prouvé que les personnes âgées n'ont pas à être des victimes. J'avais des avantages que la plupart des gens n'ont pas. Tu avais l'argent de Robert. Oui, mais tu avais aussi quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Qu'est-ce que c'est? Le courage de te battre quand tout le monde s'attendait à ce que tu abandonnes. Ce soir-là, j'ai parcouru ma maison, pensant à quel point ma vie avait changé. Il y a 2 ans, j'y jouais le rôle de la veuve modeste, cachant mes ressources, faisant profil bas. Maintenant, j'étais quelqu'un dont les opinions comptaient pour les procureurs fédéraux, dont les appels téléphoniques étaient retournés par les sénateurs, dont l'exemple inspirait d'autres personnes âgées à résister à la manipulation. Mais plus important encore, j'étais devenu quelqu'un qui comptait pour les gens qui avaient besoin de protection. Le téléphone a sonné. Carole, avec des nouvelles qui ont complété ma soirée. Sylvie, je viens de raccrocher avec le bureau du procureur. Ils veulent y vous proposer pour une distinction présidentielle pour service public. Quel genre de distinction? La Légion d'honneur, pour vos contributions à la justice pénale et à la protection des personnes âgées. La Légion d'honneur. La plus haute distinction civile du pays. Cela semble excessif pour m'être protégé de l'ex-mari de ma fille. Ce n'est pas excessif pour avoir créé un programme qui a protégé des milliers de personnes âgées contre les prédateurs financiers. J'ai pensé à la lettre de Robert, à sa confiance en ma capacité à utiliser ses ressources à bon escient, au fonds de guerre qu'il avait créé spécifiquement pour lutter contre des gens comme Marc. Accepter la distinction nécessitera-t-il des apparitions publiques? Probablement. La cérémonie à l'Élysée, des interviews avec les médias, des discours. Alors je le ferai. Si ma visibilité aide d'autres victimes à trouver le courage de se battre, l'exposition en vaut la peine. Il y a une dernière chose. Ils veulent qu'Emma assiste à la cérémonie. Pourquoi Emma? Parce que le courage de votre fille, en choisissant la justice plutôt que des mensonges confortables, fait partie de ce qui a rendu ce programme possible. Le courage d'Emma. Elle avait perdu un mari, mais gagné quelque chose de plus précieux, la certitude d'avoir choisi la vérité plutôt que la tromperie commode. Je lui demanderai. Sylvie, puis-je vous dire quelque chose de personnel? Bien sûr. Quand j'ai commencé à pratiquer le droit des aînés il y a 20 ans, je n'aurais jamais pensé voir le jour où les prédateurs auraient peur de leurs victimes potentielles. Vous avez changé toute la dynamique. L'argent de Robert a changé la dynamique. Je l'ai juste utilisé correctement. L'argent n'est qu'un outil. C'est vous qui l'avez transformé en une arme pour la justice. En raccrochant, j'ai réalisé que Marc Fournier m'avait fait le plus grand cadeau imaginable. Un but qui correspondait à mes ressources et une mission qui honorait la mémoire de Robert. Il avait essayé de voler mon indépendance et m'avait plutôt donné une raison de me battre pour l'indépendance de tous. Certaines erreurs créent exactement l'opposé de leurs résultats escomptés. Marc avait eu l'intention de me rendre impuissante. Au lieu de cela, il m'avait rendue incroyablement dangereuse pour les gens comme lui. Et ce danger durerait le reste de ma vie. Financé par la fiducie de Robert et motivé par la certitude que les personnes âgées méritaient la protection, pas la prédation. La cérémonie de la Légion d'honneur était dans 6 mois. J'avais 6 mois pour trouver comment utiliser cette plateforme pour rendre les prédateurs encore plus effrayés par leurs victimes potentielles. Cela allait être 6 mois très productifs. La cérémonie à l'Élysée a eu lieu par une matinée d'octobre fraîche qui avait le goût de la victoire distillée en météo. Emma et moi étions assises dans la salle des fêtes, entourées d'autres récipiendaires de la Légion d'honneur. Scientifiques, artistes, leaders des droits civiques, et une veuve
qui avait accidentellement déclenché une guerre contre la fraude envers les personnes âgées. Madame Sylvie Morin a annoncé « est le président » pour ses contributions extraordinaires à la justice pénale et à la protection des aînés, démontrant que les citoyens ordinaires peuvent obtenir des résultats extraordinaires lorsqu'ils refusent d'accepter l'injustice. En me dirigeant vers le podium, j'ai pensé à Marc Fournier, assis dans sa cellule, regardant probablement cette cérémonie à la télévision et réalisant toute l'étendue de son erreur catastrophique. Merci, Monsieur le Président. Il y a 2 ans, j'étais une veuve essayant de vivre tranquillement et d'éviter les ennuis. J'ai appris quelque chose d'important. Les ennuis ne vous évitent pas simplement parce que vous êtes poli avec eux. Des rires ont parcouru l'audience distinguée. Quand quelqu'un a essayé de voler mon indépendance sous couvert de protection, j'ai découvert que la meilleure défense contre les prédateurs est de devenir soi-même un prédateur plus dangereux. Les applaudissements ont été tonitruants. Cette médaille ne m'appartient pas à moi seule. Elle appartient à chaque personne âgée à qui on a dit qu'elle était trop vieille pour prendre ses propres décisions, trop confuse pour gérer sa propre vie, trop vulnérable pour protéger ses propres intérêts. J'ai regardé droit dans les caméras de télévision. À quiconque s'en prend aux personnes âgées, sachez que nous vous surveillons. Nous sommes organisés, nous sommes bien financés, et nous sommes très en colère. Trouvez-vous un autre métier. L'ovation debout a duré 3 minutes. Après la cérémonie, Emma et moi avons célébré au bar de l'hôtel, entourés d'agents du service de sécurité et d'autres médaillés. « Maman, tu viens de menacer des criminels à la télévision nationale ?» Je leur ai promis des conséquences. Il y a une différence. Le président avait l'air impressionné. « Bien. Le soutien présidentiel rend notre financement plus sûr. Quelle est la suite? Ensuite, nous utilisons cette plateforme pour étendre le programme à l'international. La fraude envers les aînés est mondiale. Notre réponse doit l'être aussi. L'attention médiatique de la cérémonie a été extraordinaire. En 1 semaine, j'avais donné des interviews à toutes les grandes chaînes d'information, à plusieurs médias internationaux et à 3 réalisateurs de documentaires. Chaque interview portait le même message. Les personnes âgées n'étaient plus des cibles faciles et les prédateurs qui pensaient le contraire feraient face à une destruction systématique. La réponse a été immédiate et satisfaisante. Les forces de l'ordre de 12 pays ont contacté notre programme pour demander de l'aide dans leurs propres affaires de fraude envers les aînés. Mais l'appel le plus satisfaisant est venu de l'agent Torres. « Madame Morin, nous observons quelque chose d'inédit. » « Qu'est-ce que c'est ?» Les signalements et fraudes envers les aînés ont baissé de 60% au niveau national. Non pas parce que moins de crimes sont commis, mais parce que moins de gens tentent d'en commettre. La peur est un excellent moyen de dissuasion. C'est plus que de la peur. Le mot s'est répandu dans les réseaux criminels que cibler les personnes âgées comporte maintenant un risque inacceptable. Quel genre de risque? Des poursuites fédérales, la confiscation des avoirs et la possibilité de faire face à une situation Sylvie Morin. J'étais devenue une menace dont les criminels s'avertissaient mutuellement. La tentative de Marc de me victimiser m'avait transformée en cauchemar de tous les prédateurs. Des menaces spécifiques contre moi personnellement? Aucune de crédible. La plupart des criminels sont assez intelligents pour réaliser que vous attaquer attirerait sur eux tout le poids des forces de l'ordre fédéral. Et ceux qui ne sont pas si intelligents apprendront à leurs dépens que certaines cibles ripostent avec des ressources illimitées. Ce soir-là, je me suis assise dans mon jardin en lisant des lettres de victimes de fraude dont la vie avait été restaurée par notre programme. Des enseignants qui avaient récupéré leur retraite. Des anciens combattants qui avaient recouvré leur pension d'invalidité. Des veuves
qui avaient retrouvé leur indépendance. Chaque lettre me rappelait que la fiducie de Robert était utilisée exactement comme il l'avait prévu, pour protéger les gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Le téléphone a sonné. La voix de Carole était excitée. « Sylvie, le Sénat veut tenir des auditions sur la prévention de la fraude envers les aînés. Ils veulent que vous témoigniez. » Sur quoi? Sur la création d'un programme fédéral permanent basé sur notre modèle. Ils envisagent une législation qui ferait de la fraude envers les aînés un crime fédéral passible de la réclusion à perpétuité. La réclusion à perpétuité pour avoir volé des personnes âgées. Enfin, des conséquences à la hauteur des dégâts. Quand veulent-ils que je témoigne? Le mois prochain. Commission des affaires sociales. Audition plénière du Sénat. Couverture télévisée nationale. Parfait. Il est temps de rendre ce programme permanent. Il y a autre chose. L'audience de libération conditionnelle de Marc est prévue la même semaine. Son audience de libération conditionnelle? Il a purgé 5 ans, techniquement éligible à une libération anticipée pour bonne conduite. J'ai souri, pensant au timing. Pendant que je témoignerais sur la protection des personnes âgées, Marc supplierait pour une liberté qu'il ne méritait pas. Aurais-je l'occasion de parler à son audience? Déclaration d'impact de la victime? Oui. Vous pourriez vous opposer à sa libération. Bien. J'ai quelque chose à dire sur la réhabilitation de Marc Fournier. L'audition au Sénat était prévue un mardi. L'audience de libération conditionnelle de Marc était un jeudi. J'avais une semaine pour préparer un témoignage qui consoliderait le programme fédéral et garantirait que Marc reste exactement là où il devait être. Cela allait être une semaine très chargée. Mais en regardant autour de mon jardin, pensant à l'héritage de Robert et à la guerre qu'il avait financée, j'ai réalisé que je n'avais jamais été aussi prête pour la bataille. Marc Fournier avait passé 5 ans en prison à apprendre que les actions ont des conséquences. Il était sur le point d'apprendre que certaines conséquences durent éternellement. La commission de libération conditionnelle était sur le point de rencontrer une veuve qui avait passé 5 ans à construire un programme de justice pénale spécifiquement conçu pour détruire des gens comme Marc. Cela allait être instructif pour tout le monde, en particulier pour Marc. La salle d'audience du Sénat ressemblait à une cathédrale de la justice, avec ses colonnes de marbre et suffisamment de caméras de télévision pour diffuser mon témoignage à chaque prédateur potentiel du pays. Je me suis assise à la table des témoins, portant ma meilleure armure, un tailleur bleu marine qui murmurait l'autorité et les boucles d'oreilles en diamant que Robert m'avait offertes pour notre 40e anniversaire. « Madame Morin, » a commencé le sénateur Durand, « vous avez créé le programme de prévention de la fraude envers les personnes âgées le plus réussi de l'histoire de notre pays. Comment une veuve à la retraite est-elle devenue la première experte nationale en matière de protection des aînés? Je suis devenue une experte en refusant de devenir une victime, monsieur le sénateur. Quand quelqu'un a tenté de voler mon indépendance, j'ai décidé de m'assurer que cela n'arriverait plus jamais à personne d'autre. Parlez-nous de l'approche de votre gendre. » Je leur ai détaillé la manipulation systématique de Marc. Le lien familial, la fausse sollicitude, le calendrier urgent, les documents conçus pour me dérober le contrôle de ma vie. Il m'a ciblée parce qu'il pensait que j'étais sans défense, isolée et crédule. Il avait tort sur toute la ligne. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous battre alors que la plupart des victimes ne le font pas? Mon mari m'a laissé des ressources pour me protéger, mais plus important encore, il m'a laissé la permission d'être dangereuse pour les gens qui s'attaquent aux plus vulnérables. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du cliquetis des appareils photo. Dangereuse comment? Assez dangereuse pour détruire les entreprises criminelles qui ciblent les personnes âgées.
Assez dangereuse pour envoyer des dizaines de prédateurs en prison fédérale. Assez dangereuse pour... Hier que les criminels s'avertissent maintenant mutuellement des risques de cibler les veuves. La sénatrice Martin s'est penchée en avant. Que diriez-vous aux Français âgés qui se sentent vulnérables à ces combines? J'ai regardé droit dans les caméras de télévision, sachant que quelque part, Marc regardait depuis sa cellule de prison. Je leur dirais que la vulnérabilité est un choix. Vous pouvez choisir d'être sans défense, ou vous pouvez choisir d'être terrifiante pour les gens qui veulent vous faire du mal. Je recommande d'être terrifiante. Les applaudissements ont été assourdissants. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de parler non seulement pour moi, mais pour des millions d'autres. J'ai expliqué le fonctionnement du programme, les succès, les arrestations, les millions d'euros restitués. J'ai décrit les vies brisées et celles qui avaient été reconstruites, la confiance perdue et regagnée. Chaque mot était une brique dans la forteresse que je construisais autour de chaque personne âgée du pays. J'ai parlé pendant près d'une heure, sans notes, puis j'ai répondu aux questions. Les sénateurs, initialement sceptiques ou simplement curieux, étaient maintenant des alliés. Ils voyaient non seulement une histoire personnelle, mais une solution nationale. Ils voyaient une stratégie, une arme. Ils voyaient une volonté de faire forgée dans le deuil et la trahison. Quel changement législatif recommanderiez-vous, Madame Morin? M'a demandé le sénateur Durand. Rendez la fraude envers les personnes âgées un crime fédéral passible de la réclusion à perpétuité. Rendez-la si coûteuse et si dangereuse qu'aucun criminel rationnel ne la tenterait. La réclusion à perpétuité semble sévère. Monsieur le sénateur, voler l'indépendance d'une personne âgée est une condamnation à perpétuité pour la victime. La punition doit correspondre au crime. La sens. Audition a duré 4 heures. Quand elle s'est terminée, j'avais effectivement rédigé le plan d'une législation fédérale permanente qui protégerait les aînés pour les générations à venir. En sortant, j'ai été assailli par les journalistes, mais je n'ai répondu qu'à une seule question. Madame Morin, quel est votre message pour votre ancien gendre? J'ai regardé la caméra et j'ai souri. J'espère qu'il a apprécié l'émission. La prochaine est pour lui. 2 jours plus tard, j'étais prête pour le rappel. 2 jours plus tard, je me suis assise dans une autre sorte de salle, plus petite, plus sombre, où Marc Fournier allait faire face à une commission de l'application des peines qui déterminerait s'il passerait la prochaine décennie en prison ou en liberté. Marc est entré en tenue de prisonnier, l'air plus vieux, plus mince, diminué. 5 ans de prison fédérale avaient dépouillé son vernis poli, révélant le prédateur désespéré en dés et sous. Son avocat a présenté les arguments standards. Prisonnier modèle, programme de réhabilitation, remords pour ses actes. Puis, ce fut mon tour. J'ai marché lentement jusqu'au pupitre, sentant le poids du regard de Marc sur moi. Il n'y avait plus de faux sourires, seulement une haine froide et impuissante. Membre de la commission, il y a 5 ans, Marc Fournier m'a ciblé parce qu'il pensait que j'étais une veuve sans défense avec des biens modestes qu'il pourrait voler. Il s'est trompé de manière catastrophique sur les 2 points. J'ai ouvert mon dossier et étalé des documents financiers sur la table. Monsieur Fournier ne ciblait pas des biens modestes. Il tentait de voler 30 millions d'euros à une veuve qui avait les ressources nécessaires pour le détruire. Les yeux des membres de la commission se sont écarquillés. Et je l'ai détruit. Son opération criminelle a été démantelée. Ses associés ont été poursuivis. Ses VIC, teams ont récupéré leurs biens volés. Son nom est devenu synonyme d'échec dans les milieux criminels. Le visage de Marc était devenu blanc. Je pouvais voir son avocat lui murmurer de se calmer, mais c'était trop tard. Le prédateur était exposé, sa véritable motivation mise à nu, non pas comme un besoin, mais comme une pure avidité. Mais la vraie question n'est pas ce que j'ai fait à Monsieur Fournier. La question est de savoir s'il a appris quelque chose de cette expérience.
Est-il réhabilité? Éprouve-t-il des remords, non pas d'avoir été attrapé, mais pour les vies qu'il était prêt à ruiner, y compris celle de la femme qu'il prétendait aimer? Ma fille? J'ai regardé droit dans les yeux de Marc, qui me fixait avec la même haine que j'avais vue lors de sa condamnation. Monsieur Fournier, avez-vous appris que les personnes âgées peuvent se défendre? Son avocat lui a murmuré de ne pas répondre, de me laisser finir. Mais l'arrogante haine qui l'avait conduit ici était encore bien vivante. Il n'a pas pu résister. J'ai appris que certaines personnes ont plus d'argent qu'elles n'en méritent. Le silence est tombé dans la salle. C'était un aveu, pas de culpabilité, mais de ressentiment. Il ne regrettait pas son crime. Il regrettait seulement d'avoir choisi une cible capable de riposter. Et voilà, membre de la commission, pourquoi M. Fournier doit purger l'intégralité de sa peine. Il n'est pas réhabilité. Il est juste en colère que sa victime ait eu des dents plus grosses que ce à quoi il s'attendait. Le libérer ne serait pas un acte de miséricorde, ce serait une insulte à chaque victime qu'il a jamais eue, et un danger pour chaque victime potentielle qu'il pourrait trouver à l'avenir. La commission a délibéré pendant 27 minutes. Monsieur Fournier, votre demande de libération conditionnelle est refusée. Vous purgerez l'intégralité de votre peine. Votre prochaine audience de libération conditionnelle aura lieu dans 3 ans. 3 années de plus. Marc aurait 46 ans à sa sortie, avec une condamnation fédérale qui le suivrait pour toujours. Alors qu'il l'emmenait, il m'a regardé une dernière fois. Ce n'est pas fini. J'ai souri doucement. Si, ça l'est. Dehors, dans le couloir austère, Emma m'attendait avec une petite bouteille de champagne et le plus grand sourire que j'ai vu depuis la condamnation initiale de Marc. « Comment ça va, maman ?»« C'est complet, » ai-je répondu, sentant un poids se lever de mes épaules, un poids que je n'avais même pas réalisé que je portais. Marc reste en prison. Le programme fédéral va devenir permanent et les personnes âgées à travers le pays sont plus en sécurité parce qu'un prédateur a fait l'erreur de cibler la mauvaise veuve. Emma a ouvert le champagne et nous avons bu une gorgée dans de petits gobelets en plastique, un toast silencieux à la justice. Et le programme te survivra, à toi comme à moi, a-t-elle ajouté. La fiducie de Robert a créé un système de protection permanent qui traquera les prédateurs bien après mon départ. Nous sommes rentrés en voiture à travers la ville où cette guerre avait commencé, passant devant le restaurant où Marc avait d'abord tenté de me manipuler, devant le palais de justice où il avait été condamné, devant l'hôtel où Emma avait décidé de choisir la vérité plutôt que des mensonges confortables. Chaque lieu était un jalon sur un chemin que je n'avais jamais eu l'intention de parcourir, mais que j'avais parcouru jusqu'à sa conclusion victorieuse. « Maman, je peux te poser une question ?» a demandé Emma, sa voix douce dans le silence de la voiture. « N'importe quoi. » « Es-tu heureuse de la façon dont tout cela s'est terminé ?» J'ai réfléchi un instant. Heureuse n'était pas le mot. Le bonheur était pour les anniversaires et les journées ensoleillées. C'était quelque chose de plus profond, de plus solide. J'ai pensé à la lettre de Robert, à sa confiance en ma capacité à me protéger et à protéger les autres. J'ai pensé aux 30 millions d'euros qui étaient devenus une arme pour la justice. Je suis fière. Je suis satisfaite. Je suis reconnaissante que ton père m'ait donné les outils pour me battre. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté « Et Marc ? Marc m'a fait le plus grand cadeau possible. » Emma m'a regardée, perplexe. Un but qui correspondait à mes ressources. Comment ça? Il a essayé de voler mon indépendance et m'a accidentellement donné une mission, protéger l'indépendance de tout le monde. Alors que nous nous garions dans mon allée, j'ai réalisé que la boucle était bouclée.
Il y a quelques années, j'étais une modeste veuve se cachant derrière des arrangements floraux. Ce soir, j'étais une récipiendaire de la Légion d'honneur qui avait déclaré la guerre à toute une catégorie de criminels. Et qui avait gagné. Marc Fournier avait appris trop tard que certaines veuves ne se contentent pas de riposter. Elles ripostent avec un financement fédéral, des ressources illimitées et la détermination absolue de protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. La guerre était finie. La justice avait gagné. Et quelque part dans une prison fédérale, Marc Fournier apprenait que certaines erreurs durent éternellement. Les 30 millions d'euros de Robert avaient payé la leçon la plus chère de l'histoire criminelle française. Ne jamais sous-estimer une veuve avec des ressources illimitées et une très bonne avocate. Certaines leçons valent chaque centime.